Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaires, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Imagine Connect. Et j'arrête pas de dire nouveau parce que c'est un nouveau podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis d'autant plus ravie parce qu'en fait, je vous fais ce voyage avec des entrepreneurs incroyables et pas que des entrepreneurs. Vous avez maintenant l'habitude d'écouter plein d'autres personnes qui créent des possibilités. Et moi, c'est toujours passionnant pour moi de découvrir des possibilités que mes invités créent autour d'eux. Et aujourd'hui, j'ai un invité incroyable. Alors, je lui mets peut-être déjà la pression, incroyable, mais vous allez voir, il a plein de choses intéressantes. Cette personne a plein de choses intéressantes à dire. Et moi, je suis ravie de pouvoir l'écouter et surtout de partager ça avec vous. Il s'appelle Tanel. Salut Tanel. Salut Prisca, merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir. Moi, je te remercie d'avoir accepté l'invite. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi? Je suis hyper heureux là de pouvoir justement participer à tes possibilités. Donc, Bah j'ai hâte. écoute, ça me fait plaisir. Tout de suite, tu mets les pieds dans le truc, donc c'est cool. Pour la petite histoire, Tanel, il est aux États-Unis, donc c'est là je crois que t'es à Berkeley, il me semble, hein, c'est ça, hein? San Francisco. C'est ça, il me semble que ouais, c'est ça. Ok. Bon bah cool parce que du coup, je parle avec une personne qui est aux États-Unis. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est sympa. Voilà. Ok. Bah écoute, je vais pas tourner autour du pot, Tanel. Ce que je fais souvent, c'est que je laisse pleinement la place à mes invités, surtout qui se présentent. L'idée pour moi aussi, c'est de comprendre un petit peu comment toi tu te présentes. Je pense que la meilleure présentation que tu peux faire, c'est toi-même. Donc je vais laisser la parole. Dis-nous un petit peu, Tanel, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, et on va dérouler tout ça un petit peu tranquillement. Mais c'est à toi de nous dire tout ça. Allez, go. Bah, je suis hyper heureux. Déjà pour commencer, du coup, alors moi je suis un entrepreneur français, j'ai 23 ans et je suis aux États-Unis pour justement pousser mon projet dans le meilleur endroit pour pouvoir développer justement peut-être un projet technologique et une aventure entrepreneuriale. Et donc c'est la Silicon Valley, donc c'est pour ça que je suis dans la baie de San Francisco, qui est un endroit assez excitant, assez génial, mais du coup justement avec un changement de culture énorme c'est vraiment une aventure pour moi en tant que tel. Mais du coup, qui suis-je? Moi, je suis ingénieur de formation, j'ai plutôt fait de l'intelligence artificielle. C'est plutôt les sujets qui m'intéressaient. Et du coup, j'ai fait l'école Centrale Supélec dans la région parisienne. Bon, avant ça, j'ai fait une prépa et tout. Enfin, un peu, on va dire, un parcours classique quand on veut être un bon élève. Et après, j'ai monté un projet avec justement un professeur dans cette école. Et ce projet, il s'appelle Emobot, dont on va en parler, j'imagine, pendant le podcast. Et donc, pourquoi j'ai créé ce projet? C'est parce qu'en fait, moi, j'avais complètement envie d'entreprendre. Il y avait un sujet qui m'intéressait et que je trouvais qui était un peu inexploité, c'était le sujet des émotions. C'est ça qui me passionnait. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'apporter énormément dans ce sujet. On est capable d'analyser les émotions, on est capable aussi de les représenter, enfin, plein de sujets qui m'intéressaient. Et donc, initialement, j'avais fait une petite start-up qui s'appelait Femi. Et Femi, en grec, c'est une injonction qui invite la personne justement à parler, donc un petit peu dans ce podcast, comme dans ce podcast. Et du coup, c'était un premier projet de réseau social vraiment basé sur la voix et où justement on pouvait voir transparaître les émotions dans nos messages vocaux. Et en gros, depuis, j'ai poursuivi un petit peu l'aventure et ça a pris sens quand j'ai rencontré ce professeur qui m'a dit, bah écoute, moi j'ai une équipe de recherche qui travaille sur les émotions. Il y a plein de problématiques qu'on pourrait résoudre, dont celle de la prise en charge des personnes âgées, donc la solitude par exemple, qui avait énormément fait de bruit, on va dire, en 2021 et 2022, après un scandale qui a éclaté notamment en 2022. Et du coup, je suis parti dans cette aventure entrepreneuriale et depuis, je m'arrête plus. Alors, on a un point commun, Tanel, c'est qu'on est, moi, je suis très touchée par ce qui se passe un petit peu autour des personnes âgées, de nos seniors. J'aime beaucoup, j'aime mieux les appeler comme ça.
nos seniors parce qu'ils viennent avant nous, parce qu'ils ont un vécu. Mais on va en parler de Emobot. C'est marrant parce que c'est tellement ton bébé que tout de suite tu vas introduire sur le sujet. Mais on va en Ouais. parler, t'inquiète pas. Mais avant, moi, j'ai vraiment besoin tu vois, d'en savoir un peu plus sur toi, sur le pourquoi aujourd'hui tu es arrivé, entre guillemets, à concevoir ce projet Mobot, et on va en parler un peu plus en détail. Mais tu as parlé d'un parcours un peu classique. Alors, j'entends bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Voilà, comment tu as mis les pieds là-dedans? Est-ce que au départ, tu avais un but bien précis dans la vie, genre tu voulais absolument faire un truc bien précis et finalement, tu as bifurqué sur autre chose? Mais dis-nous-en un peu plus, tu vois, qu'on sache un peu, Bien sûr. qu'on apprenne un peu à te connaître, parce qu'en fait, sans toi, Emobot n'existerait pas. Et c'est ça aussi qui, moi, m'intéresse. Et voilà, c'est un peu le fil conducteur, fil rouge jusqu'à Emobot, quoi. Complètement. Bah, en vrai, pour la petite histoire, quand j'avais 17 ans, je vendais des chouchous beignets sur les plages de Montpellier, donc la Grande Motte et tout. Ce qui me drive, et du coup, je me posais ma question, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puisque, ben, apparemment, je veux comprendre des choses, je suis peut-être bon aussi un petit peu en maths. Aussi, les adultes me comprennent quand je leur parle, et donc, on va dire que je peux interagir dans ce monde-là qui est complexe. Et du coup, quand je suis arrivé en école d'ingé, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que je pouvais en faire, et puis je voyais des trucs horribles du style des agences de consulting qui venaient sponsoriser tous les events à l'école, et ou sinon on parlait énormément du coup de consulting, de banque d'affaires, de Mm. M&A, donc que des sujets moi qui m'intéressaient pas du tout, et je me posais la question, mais enfin moi qu'est-ce que je vais faire dans tout ça? Et en fait dans mon école il y avait un parcours entrepreneuriat, donc ça m'a vraiment ouvert la voie. Bah moi je vais me lancer dans mon projet, j'ai envie de en fait moi ce qui me drive c'est créer, littéralement j'ai besoin Ok. de laisser une trace sur terre, et en fait j'ai l'impression que même le rôle d'un ingénieur, tu vois, c'est pas de faire la technologie du tout, mais c'est de prendre, on va dire, des données en entrée, littéralement. C'est-à-dire, par exemple, un problème que tu constates et que tu es capable, du coup, de bien comprendre. Et à partir de ce problème, d'en trouver une solution qui est ta propre solution. Moi, c'est ça qui me drive. Et je pense que mon grand objectif, enfin, ce qui m'anime en gros, pourquoi je me lève tous les jours, de la même manière, et pourquoi je suis heureux, pourquoi je suis moins malade qu'avant, c'est parce que j'ai l'impression que du coup, j'apporte de la valeur sur Terre. Mm. Et voilà, c'est ça qui me drive. Et en plus, un entrepreneur, c'est aussi s'entourer de gens qui vont du coup participer à ton projet et le pousser hyper loin. Moi, j'ai l'impression que, enfin, peut-être depuis petit, j'avais l'impression que j'avais un peu cette capacité à driver un petit peu les gens autour des projets que Mm. j'avais. Bon, quand on est petit, on n'a pas des projets géniaux, ça peut être des Lego, mais j'ai l'impression que là, Emobot, il y a pas mal de gens qui sont embarqués dans l'aventure, que ce soit mes associés directement ou aussi des parties prenantes ailleurs. Et ça, je trouve ça trop bien. Je me dis, waouh, ces gens-là, ils sont autour de moi, Mm. ils sont autour de projets, et c'est ça qui me ça m'excite, je leur dois tellement. Et en plus, il y a des gens qui du coup utilisent ma solution, et je leur dois d'améliorer tous les jours ma solution et de trouver comment répondre à leurs problématiques de manière la plus pragmatique, et répondre tout de suite à leurs problématiques en fait. Yes, bah d'ailleurs, on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais en fait, je dis souvent que un entrepreneur qui défend un projet, que plein de gens gravitent autour, ça montre en fait que s'il y a de la cohérence, ça montre que tu réponds à un vrai besoin, et ça montre que c'est pas juste un petit truc comme ça, tu sais, tu t'es levé un matin, tu t'es dit tiens, je vais Mhm. pondre ça, et en fait, il y a, Oui. voilà, c'est très qualitatif derrière, il y a beaucoup de travail derrière, et Mhm. tu as repensé les choses, et en fait, les gens n'ont rien à faire de leur vie, juste non, mais ils gravitent parce qu'en fait il y a une vraie raison pour lesquelles, et ça Mhm. je salue ça parce que je suis entrepreneur, et je sais que Mhm. je sais que ça coûte, et je sais que c'est important de le rappeler. Mais ok, donc tu nous as dit un petit peu ce qui te drive toi au quotidien. C'est marrant, tu dis que tu es un créatif en vrai, quoi. Tu aimes créer, Mhm. laisser une trace. Et pourquoi en fait il y a ce Comme toi. besoin toi, ouais, c'est quoi ce besoin que tu as toi de vouloir laisser une trace sur terre? Et je sais pas, moi, tu dis peut-être que bah en fait on vient sur la terre finalement pas pour rien, je sais pas. Alors je sais pas si c'est ce que toi tu te dis toi, en tout cas moi c'est ce que je me dis moi, mais c'est pourquoi toi tu as ce besoin là tu vois, de laisser une trace. Ouais, c'est une question hyper complexe. Je sais pas si je serais capable d'y répondre.
Je te remercie de l'avoir posé. Moi, je pense que c'est la question que tout le monde se pose. Enfin, quel est le sens de mon existence sur Terre? Mais du coup, c'est une Mm. question énorme. Mais pour être justement plus terre à terre, moi, je pense que la première question, c'est pourquoi j'ai envie de me lever le matin. Et moi, je me lève le matin parce que j'apporte du sens sur Terre, justement. Et en vrai, peut-être une petite histoire par rapport à ça. Moi, je me balade souvent, enfin, j'aime bien marcher. Je sais que c'est un truc que faisait énormément Steve Jobs, notamment, donc l'ancien Ouais, PDG d'Apple et tout. On paix à son âme. Mais du coup, en fait, quand tu te balades dans la rue, il y a tellement de choses aujourd'hui dans le monde moderne qui sont érigées en face de nous. Ça peut être des buildings qui font 300 mètres de haut, ça peut être des énormes parcs, j'en sais rien, même des routes, tu vois, des choses qui ont été façonnées par l'être humain. Et je me dis, moi, parce que là par exemple, à mon âge, on n'a encore rien fait, mais je me dis, donc il y a plein de gens qui ont organisé ce monde de cette façon, et mm, ça marche bien. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises avec des milliers d'employés et qui, par exemple, tu vois, à San Francisco, tu as une tour qui fait 325 mètres de haut, 4 mètres de plus que la tour Eiffel, et c'est une entreprise. Et je me dis, comment on arrive à là, comment justement cette entreprise, ouais, elle a pu grossir à ce point-là, et qu'est-ce qu'elle a créé comme valeur. Et moi, c'est ça qui me drive, c'est arriver à créer de la valeur. Et je pense que c'est le truc le plus important, il y a plein de problèmes à résoudre sur Terre. Aujourd'hui, j'ai mm, l'impression que l'économie, elle est c'est plus une économie de service. Bah, du coup, littéralement, on a des êtres humains en face de nous, ils ont des problématiques et on essaie de leur apporter une solution. Et moi, c'est ça qui me drive. Et donc, en particulier, du coup, comment aider les personnes âgées, comment prendre en charge leur santé mentale, leur bien-être, comment rassurer les proches et tout. Je trouve que là, il y a plein de choses à faire. Et ouais. en plus, après, ce qui est intéressant, c'est se regarder dans quel monde on vit. Aujourd'hui, quand même, on l'a vu pendant le Covid, on s'est quand même vachement isolé des autres. Et du coup, ça implique plein de choses. Moi, je voulais remédier à ça, donc j'avais fait du coup un premier réseau social. Mais ensuite, c'est devenu du coup un petit dispositif pour veiller à l'état émotionnel des gens, mais on va en reparler. Mais je sais pas, en vrai, j'ai pas la réponse exacte, mais Ouais, non, non, créer de la valeur, ouais, mais c'est tu ça. apportes une brique dans tous les cas à ce truc, mais c'est ça, c'est ce que tu dis en fait, et c'est même ça l'idée des possibilités. Et tu verras, je te poserai un petit Mhm. peu des questions pièges. Je sais pas si je vais pas si te Ok. piéger que ça, mais je veux dire, c'est ça en fait, c'est l'idée des possibilités parce qu'en effet, comme tu dis, autour de nous, bah, il y a des besoins. En fait, il y a plein de Mhm. besoins. Il y a énormément de choses à créer et je pense que si nous tous on pensait un petit peu comme ça, ben, en fait, on serait non seulement utile aux gens autour de nous et on va résoudre tellement de problèmes qu'il y aura moins de choses à, tu vois, il y aura moins de difficultés peut-être à pallier et malheureusement, Mhm. et c'est pour ça qu'il y a ce podcast existe pour justement aller à la rencontre des gens comme toi et je le dis aux gens qui avec qui je croise et des gens que j'échange, bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de, que ce soit des jeunes comme toi, t'as peut-être pas énormément de vécu, mais tu as identifié quelque chose et tu te donnes les moyens justement pour y arriver. Mais on va décortiquer tout ça en vrai. Et Tanel, dis-moi un peu, question un peu piège, c'est quoi tes combats de vie en fait? Tu sais, il y a un lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de laisser une trace, mais en vrai, c'est quoi tes combats de vie? Quand tu te lèves, alors tu nous as dit ce qui te drive au quotidien, mais quand toi, qu'est-ce que tu as envie de porter un petit peu au quotidien et c'est quoi tes combats au-delà même de tout ce que tu fais aujourd'hui, au-delà même de ce que tu sais, il y a toujours une dimension qui quand même qui paraît un petit peu, tu sais, qui prend un peu tout son sens, mais qui paraît un petit peu grande. Je sais pas si je me fais comprendre. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, enfin, est-ce que j'ai un message grand à porter? Et alors j'ai pas de message, mais enfin, en tout cas, je sais que je me lève parce que il faut que je sois Mm. utile tous les jours. Ok. Maintenant, si je devais choisir un combat que je mène, bon, déjà, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont enfin, pour qui la vie, c'est plus facile. C'est-à-dire, ils sont capables de mieux, bah, typiquement, quelqu'un qui se lève le matin, enfin, tous les jours, et qui est motivé tous les jours, c'est déjà quelque chose. Enfin, il faut qu'il soit capable, du coup, d'interagir dans ce monde qui est complexe. Et donc, il y a des gens par exemple, qui ont des handicaps. Il y a des gens qui, par exemple, ont des traumatismes parce qu'ils sont dus à leur enfance. Et du coup, ça me rappelle un peu moi-même. Justement, quand j'étais petit, une petite anecdote. Moi, j'avais été suivi par un pédopsychiatre parce que je faisais des Mm. terreurs nocturnes quand j'étais petit. Et du coup, enfin, dès que j'étais petit, quand Mm. j'étais petit, j'ai interagi du coup avec le monde médical.
Et c'est des gens on va dire, qui ont aidé ma mère à dormir à nouveau la nuit parce qu'elle avait son fils qui malheureusement criait sans même le savoir quand il dormait, etc. Et non, il y a énormément de souffrance. Et je me dis, des têtes bien pensantes qui arrivent à penser comme ceux des entrepreneurs qui veulent créer des choses comme toi, comme moi, et qui justement sont drivés par le fait d'apporter des solutions aux autres parce que eux ils arrivent à se lever le matin. Je pense que c'est ça enfin, moi c'est ça un peu le message que je veux porter, c'est il faut se lever, créer des choses et apporter quelque chose aux autres personnes qui sont moins en capacité de le faire et en priorité à ceux qui souffrent. Donc c'est Ouais, non, ça en mais fait, je pense. c'est fort ce que tu dis et c'est ce que je disais, c'est qu'il y a toujours une raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, tu vois. Là, on va parler des Moonbots dans très peu de temps. Donc là, tu vas créer un dispositif pour aider les personnes âgées, donc nos seniors. Et donc en même temps, Mhm. tu nous fais un écho de ce que tu as vécu toi quand tu étais enfant. Sur la relation que tu as eue avec le milieu médical. Et c'est marrant parce que du coup, c'est pas drôle, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un lien du coup avec Mhm. un truc où toi, tu as vécu, tu as développé et peut-être une sorte d'empathie ou une émotion que toi, tu as vis-à-vis du milieu médical ou tous les gens qui s'approchent de ce truc-là. Et on va parler de Demobots, mais avant ça, quelle relation toi, par exemple, alors c'est un truc un peu intime, mais j'ai besoin quand même, je t'ai dit que je te poserai des questions hyper pièges, mais sans être piège parce qu'on l'a préparé un petit peu avant. Mais quelle relation tu as avec tes parents, par exemple? Alors, tu es aux États-Unis, tu es français. Est-ce que et on va parler aussi de ça en parlant des Mobots, parce que tu développes aussi en partie ton projet là-bas. Euh, Mhm. est-ce que tes parents sont du coup, je ne sais pas s'ils sont en France ou aux États-Unis, mais quelle relation toi tu entretiens avec eux par rapport à ce que tu Mhm. fais aujourd'hui, par rapport à ton projet? Mhm. Merci pour la question. Alors, en fait, pour préciser les choses, il n'y avait aucune raison sur Terre que j'aille aux États-Unis avant Emobot, je pense, et surtout pas mes parents. Alors, du coup, moi, mes parents, c'est complexe. J'ai un peu une vie. Alors, il y a des gens qui ont souffert énormément. On va dire que moi, j'ai jamais eu de problème financier. Mm. J'ai jamais eu de problème d'argent, quoique à certains moments. Mais moi, j'ai énormément vécu avec ma mère, puisque avec mon père, c'était plus compliqué. Bon, aujourd'hui, j'ai des relations qui sont complètement normalisées avec mes deux parents, mais pour la faire courte, il y a eu une grosse rupture familiale. Enfin, ma mère et mon père se sont séparés quand j'étais très jeune, quand j'avais 3, 4, 5 ans, je sais plus exactement. Je crois que c'est quand j'avais 5 ans, 3 ou 4, enfin, je sais plus. Mais du coup, ça, c'était très dur. Enfin, j'ai des souvenirs atroces vis-à-vis de ça. Et du coup, c'est ma mère qui nous a élevés seuls, en fait. Donc Mm. c'est ce qui m'a. Et donc, j'ai vu quelqu'un qui a dû arrêter de travailler pour s'occuper de ses enfants parce que j'ai une sœur, donc Gina, enfin, je pense à elle là, du coup, en évoquant tout ça. Moi, on va dire au niveau parental et au niveau vie de famille, j'en ai jamais vraiment eu. Parce que ma mère, elle a essayé de bien faire Mm. les choses, elle s'est occupée de nous, elle nous a choyés, elle nous a fait découvrir le monde avec son empathie, justement. Mhm. Et après, mon père, ça a été différent, c'était plus complexe. Lui, justement, il a du mal à interagir dans ce monde-là. Il a un côté un petit peu, on va dire, un peu Asperger, c'est-à-dire quelqu'un d'hyper intelligent, mais du coup, qui déborde d'énergie, mais il n'arrive pas à interagir normalement avec les gens, et donc ça a été complexe. Et donc, on va dire que même en tant que garçon, pour me développer, ça a toujours été avec du coup des beaux-pères tout au long de ma vie. Mm. Et donc ça c'était une difficulté. Et après, quand on regarde, est-ce que par exemple, je serais issu d'un milieu social favorisé? Alors, au niveau financier, j'ai l'impression que oui, parce que ma mère, elle avait de l'argent, sa famille aussi. Mais par contre, mon père, pas du tout. Et ni ma mère ni mon père n'ont fait des grandes études. Et typiquement, en fait, pour la petite histoire, mon père et ma mère se sont rencontrés quand ils étaient mannequins. Donc, tu D'accord. vois, aucun rapport avec des études d'ingénieur. Et eux, ils ont fait leur petit chemin de vie. Donc, à l'époque, tu pouvais débarquer à Paris, commencer à vendre j'en sais rien, des tapis vers Barbès et tout. Mais donc, c'est un peu l'histoire de mon père et ma mère, quoi. C'est un peu. Donc, je suis pas du tout issu d'un milieu, on va dire, Mm. culturel favorisé. Par contre, j'ai toujours été drivé par la culture parce que ma mère, bon, quand même, elle lisait des livres, elle me parlait de la mode, ce genre de choses. Et aujourd'hui, moi, en fait, être aux États-Unis, c'est un achèvement en fait de vie aussi, Mm. un premier achèvement. Voilà. Ok, trop bien. Et j'aimerais quand même rappeler un truc, tu l'as dit, en fait, l'argent ne suffit pas. Souvent, je vois un peu Mhm. des posts LinkedIn passer, alors je lance un petit débat. Souvent, voilà, des gens qui disent, voilà, alors je juge
personne, et moi aussi, j'ai un parcours un peu très atypique, mais des fois, on met souvent en avant, oui, moi, je viens d'un tel milieu social, c'était pas hyper favorisé, c'était très défavorisé. Alors, j'en vois souvent, et ces gens-là font bien de le dire, il y a aucun problème, et je veux dire, l'argent ne suffit pas. On peut avoir un parcours hyper classique et peut-être plein d'opportunités à côté, avec peut-être de l'argent, ou les parents qui ont un background assez intéressant, donc tout est tracé. Mais même ça, ça c'est voilà. Donc j'aimerais quand même le dire, parce que voilà, souvent on est souvent tendance à mettre en avant certaines choses et pas d'autres, et quelquefois certaines personnes peuvent se sentir un peu lésées en se disant ok, bon bah moi j'ai un parcours classique, mais du coup je me sens pas légitime de me plaindre. Alors peut-être pas me plaindre, c'est peut-être pas le bon mot. Alors je me sens pas légitime de raconter mon histoire. Alors en fait, Ouais, c'est chaque ça. personne a une histoire à raconter, et aujourd'hui, des entrepreneurs qui ont aussi ce parcours classique, ben, en fait, ils bossent, et ils travaillent dur, ils défendent leurs projets, ils font des nuits blanches aussi, ils ont aussi des opportunités à les saisir. Donc voilà, je voulais juste le rappeler, parce que et c'est bien que tu le dises, et l'argent ne suffit pas, et c'est un parcours de vie aussi en fait. Donc tu en es arrivé là parce qu'à un moment donné, tout n'était pas forcément sur un plateau, t'es pas servi sur un plateau, donc tu as dû aller chercher, tu l'as dit, tu es aux États-Unis pour plusieurs raisons. Je rappelle que Tanel a fait sa démo dev, enfin a défendu son projet au sein d'un grand incubateur, et tu étais tout seul à le faire avec, en tout cas avec tes équipes, mais voilà, il y a un travail derrière. Mais voilà, donc je préfère le préciser parce que c'est super important, en tout cas à mon sens. Et on va parler du coup de Emobot. Donc Emobot, qui est une start-up aujourd'hui, que moi j'ai le temps de regarder, et je pense vraiment, c'est sans flagonnerie, ou sans te flatter, je pense que c'est un truc qui franchement voilà, qui va répondre à un énormément besoin, et qui a un gros potentiel, parce que ça te demande beaucoup de ressources, je pense, vraiment, et si technique aussi, voilà. Mais bon, ça sera à toi de nous en parler. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous présenter un petit peu Emobot, nous dire ce que c'est Emobot finalement? Les gens se disent, depuis tout à l'heure on en parle, mais vas-y, lâche-toi, et dis-nous un petit peu, dévoile-nous ce petit bébé, présente-nous ce petit bébé qui te drive au quotidien. Bah, merci pour la question. Alors, Emobot, du coup, j'ai l'impression qu'il y a deux mots du coup dans ce nom-là. Emobot, il y a emo et bot. Donc, emo, c'est pour émotion, et bot, c'est pour robot. Parce qu'initialement, on pensait faire un robot qui aurait des émotions. C'était à peu près ça l'idée. Mais après, c'est toujours à peu près toujours le cas. C'est un peu moins un robot qu'avant. Mais en fait, Emobot, c'est avant tout un constat qu'il y avait énormément de solitude chez les personnes âgées, du fait qu'elles ne soient pas adaptées aux technologies actuelles. Et quand on regarde, il y a pas mal d'études justement qui parlent de ça, donc notamment des études d'une association qui s'appelle Petit Frère des Pauvres, qui est un organisme hyper important, et qui montre qu'en gros, tu vois, pour donner un seul nombre, 2,5 millions de personnes de plus de 75 ans sont isolées. Et donc, elles n'ont même pas un proche. Et donc, souvent, ces gens-là, ils se retrouvent isolés socialement, mais aussi numériquement. Il y a un lien d'ailleurs avec les deux, hein, parce que si on n'arrive pas à interagir par exemple avec des applications comme WhatsApp, ou si on ne peut pas faire des visioconférences avec sa famille à distance, ou si tout simplement on n'a pas accès à tous les réseaux sociaux qui pourtant on les utilise plusieurs heures par jour, il y a l'inégalité. Et du coup, ces personnes-là âgées, il y a comme elles sont un peu délaissées, on va dire, sur ce plan-là. Et en fait, quand on regarde tout ce que ça crée, du coup, quand on est isolé, du coup, on interagit moins. On interagit avec moins d'humains. Ça veut dire que du coup, cognitivement, nos capacités cérébrales, elles vont décroître. Et donc, ça entraîne plein de choses atroces. Et donc, typiquement, si on est isolé, du coup, on peut être déprimé. Ça, c'est la première chose. Si on est isolé, on entraîne moins ses capacités cognitives. Donc, typiquement, on va pouvoir, surtout quand on est âgé, on va tendance à aller vers des maladies comme la démence. Et donc là, je pense en particulier à Alzheimer. Donc, on peut avoir des trous de mémoire. Et quand on se rend compte qu'on a des trous de mémoire, ça nous déprime aussi. Et donc, en fait, on rentre dans un cercle vicieux où, en fait, l'isolement et l'âge font que, tous les deux combinés, tu te retrouves à perdre des capacités, et surtout à subir des troubles de plus en plus présents. Et typiquement, je peux penser à un phénomène qui arrive beaucoup aux personnes âgées,
il y a des statistiques énormes là-dessus, hein. Je pense que presque 100% des personnes âgées qui, à un moment, vont subir ça. C'est les chutes, par exemple. Et quand tu vas chuter chez toi tout seul et que personne va venir t'aider pendant 12 heures, ou peut-être d'ailleurs même qui viendra jamais t'aider, et donc là, bon, c'est un cas atroce, mais imaginons que tu tombes pendant des heures et qu'à un moment, il y a le voisin qui passe, tu te dis, oh là là, il n'y a plus de bruit, il n'y a pas la lumière allumée, et là, dans ce cas-là, tu as de la chance. Mais ça veut dire que pendant quelques heures, tu es passé tout seul face à un mur où bah, déjà tu as mal, t'as crié, mais personne t'a entendu. Et donc là, tu te dis, mais en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans ce monde? Je suis devenu, j'ai plus vraiment de possibilités, justement. Je suis restreint du coup, à ma condition physique. Et en plus, je suis tombé. Je sais pas si je vais survivre. Et donc, si du coup on gère ta chute et que tu t'es réhabilité, entre guillemets, si tu peux à nouveau marcher, tu vas forcément restreindre ton monde de possibilités. Mm. Et ça veut dire que bah, tu es plus soucieux de ce que tu fais, tu as plus peur, donc tu restreins tes activités autour de toi. Et donc petit à petit, c'est un cercle vicieux où tu vas moins interagir socialement, tu vas moins te déplacer. Et tu vois, on parlait justement de est-ce que l'argent suffit et tout. Moi, je pense aujourd'hui, pour revenir à la question de l'argent, typiquement, l'argent, ça délimite aussi ton monde de possibilités et où est-ce que tu peux te déplacer littéralement. Bah, pour les personnes âgées, c'est leur capacité physique et c'est leur capacité cérébrale. Et aujourd'hui, on a des statistiques sur justement les troubles mentaux que subissent ces personnes âgées, enfin, ce qu'on appelle les troubles neurodégénératifs, donc qui sont dus on va dire, à la dégradation des capacités cognitives, donc dans le cerveau. Et on a par exemple, je pense aux personnes âgées qui sont très dépendantes. Donc ça, c'est des gens qui vivent dans ce qu'on appelle des maisons de retraite, donc dans les EHPAD. Et là, on a des statistiques incroyables. Il y a plus de 50% de ces personnes-là qui ont des démences, donc Alzheimer par exemple, enfin en particulier Alzheimer. Il y a plus de 40% qui ont des dépressions, il y a plus de 30% qui ont des troubles de l'anxiété. Et souvent, ils les combinent, ces troubles-là. Et du coup, nous, on a regardé, mais donc, il y a combien de personnes dans les EHPAD? Typiquement, il y en a 700 000 aujourd'hui en France. On en est où au niveau de leur prise en charge? Bah, on a entre 8 et 9 pathologies par patient. 2 ou 3 sont des pathologies psychiatriques. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on se pose la question, pour des gens qui sont jamais allés dans des EHPAD, qu'est-ce qui se passe dans un EHPAD? Quand on va dans un EHPAD la première fois, et moi, la première fois que je suis dans un EHPAD, c'était il y a un an. Depuis, j'en ai fait énormément parce qu'il y a un champ de douleur incroyable là-bas et qu'il y a des gens qui souffrent. Et donc, évidemment, il fallait que j'y aille. Et dans les EHPAD, quand on y va, on n'est pas capable de savoir si la personne qu'on a en face de nous, elle a un cancer ou elle est diabétique. Ce qu'on entend, c'est des cris, des pleurs, des familles qui ne sont pas rassurées. Et donc, ce qu'on ressent, c'est des troubles psychiatriques. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut apporter dans les EHPAD? Surtout, qu'est-ce qu'on va pouvoir pallier? Et aujourd'hui, c'est des aides-soignants qui sont sous l'eau, qui font un travail formidable, qui est hyper dur, hyper ingrat, mais pourtant, elles se lèvent tous les jours pour le faire parce que ça apporte du sens et qu'elles aident du coup des personnes qui sont en souffrance. Il y a des aides-soignants, mais au niveau de la prise en charge, on va dire médicale, il n'y a même pas un médecin pour 2 résidences en moyenne. Il n'y a même pas une psychologue pour 2 résidences en moyenne. Et il n'y a même pas de psychiatre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une personne qui est capable de faire un diagnostic sur la santé mentale et donc de renouveler le diagnostic. Et donc, ça entraîne plein de choses. Typiquement, les personnes âgées, pour s'occuper d'elles au court terme, bah, on va leur filer des médicaments. Donc, j'en sais rien, des antidépresseurs, des calmants. Et donc, tout ça, on le fait sans renouveler le diagnostic médical. Et, nous, on a trouvé ça absurde. Et nous, qu'est-ce qu'on avait dans les mains? Bah, j'avais ce professeur avec qui je dialoguais autour de ce projet qui me disait, bah, nous, on est capable d'analyser les émotions des gens. Or, la plupart des troubles psychiatriques sont reliés à des états affectifs, donc à des émotions. Et donc, on pouvait faire quelque chose là-dedans, en fait. Waouh, c'est incroyable. En fait, les EHPAD, les maisons de retraite, je pense, ont été faits pour justement porter assistance à ces gens-là et voilà, qu'ils aient une présence aussi, donc des gens qui les accompagnent tous les jours au quotidien. Mais finalement, on se rend compte il n'y a pas de présence en vérité parce qu'en fait, il n'y a pas de réel suivi. Et ça pose un problème parce qu'en effet, du coup, tous ces seniors qui sont parfois, ils atteignent un certain âge et qu'on se dit, bon, bah, les familles ne peuvent pas vivre avec eux parce qu'ils atteignent un certain âge, donc ils doivent être placés. Mais en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas toujours en fait la bonne chose à faire parce que, et puis, comme tu dis, dans les EHPAD, ils sont censés justement vivre paisiblement jusqu'à un certain point, à les accompagner jusqu'à leur mort peut-être.
Mais au final, c'est une Mhm. autre souffrance encore qui se rajoute. Et pour les familles, il y a quelque temps, on a suivi un scandale au niveau des EHPAD et Ouais. je pense que tu es très, très au courant de la chose. La crise Covid qui a accentué ça d'ailleurs. Et pendant la crise Covid, tu m'as dit c'est pendant la crise Covid que tu as commencé un petit peu à réfléchir sur l'idée des mobots, hein, c'est ça, hein, où tu as commencé un peu à cogiter sur le truc. C'est plutôt à la sortie de la crise Covid. Ouais. En fait, il y a un an, à peu Ouais. près. Il y Tu a as un les an. statistiques un peu des personnes âgées qui ont vraiment subi en plein fouet cette crise Covid. Alors, quand je dis des statistiques, pour être plus précise, par exemple sur Mhm. l'isolement des personnes qui sont clairement en fait mortes, clairement, parce que, comme Mhm. tu l'as dit, on vit pas les choses de la même façon. Quand on est jeune, on relativise un peu plus et puis on a plein de choses autour de nous, même si on était tous un peu isolés parce que c'était une situation quand même qui était inédite, où tout le monde était un peu isolé. Mais les Mhm. personnes âgées encore plus, déjà, ils peuvent pas aller vraiment librement faire les courses. En plus de ça, Mhm. il y a une situation de stress. C'est tout. Enfin, moi, Ouais. je dis ça parce que je connais ça. Moi, je connais des personnes âgées qui, en fait, seules et donc chez eux à la maison, chez elles à la maison, tout ce qu'elles font, c'est regarder la télé ou écouter la radio. Évidemment, c'est pas la chose à Mhm. faire parce que c'est absolument pas rassurant d'écouter toutes les nouvelles Ouais. qu'on nous donnait tous les jours. Et en fait, est-ce que toi, tu as des stats comme ça sur ce qui encadrait un peu juste pour comprendre un peu la situation Ouais, ouais. en France déjà, parce que je pense que c'est quelque Pour chose qui est comprendre le très drame. Ouais. mondial. Voilà, pour comprendre un petit peu le drame, ouais. Bah, en vrai, ouais, j'en ai une qui me vient tout de suite. Alors justement, c'est encore les petits frères des pauvres. Avant le Covid et après le Covid, on a eu une augmentation de l'isolement des personnes âgées de, je crois, 40%. Waouh. Ça veut dire qu'on a 40% de personnes âgées en plus qui se sont retrouvées à vivre seules et isolées. Et ça a été exacerbé du coup pendant le Covid. Après, il faut quand même relativiser parce que comme le Covid, c'était un choix, j'ai envie de dire, gouvernemental et européen de Mhm, prioriser quand même les personnes âgées, la santé des mhm, personnes âgées. Et donc, bah, nous, les jeunes, entre guillemets, on a accepté on a consenti à moins de liberté pour favoriser on va dire, les personnes âgées et leur santé. Ça a été un choix qui a été fait. Donc, on va dire qu'au niveau, sur le plan sanitaire, je pense pas que alors moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le Covid, sur le plan sanitaire. Par contre, c'est vrai que ça a accentué l'isolement et en plus, ça l'a exacerbé parce que le Covid, c'est des gens qui se sont dit, ah tiens, on peut faire du télétravail pour ceux qui pouvaient travailler. Ah tiens, c'est formidable, on peut aussi s'appeler par visio, faire des apéros par mhm. visio. Mais tout ça, en fait, les personnes âgées, elles pouvaient pas le faire. En fait, oui, les vraies personnes qui ont subi le Covid au niveau isolement, solitude, ce sont les personnes âgées. Et donc, ouais, je crois que c'est une augmentation de 40%. Je crois qu'en tout, depuis le Covid, c'est 700 000 personnes âgées en plus de plus de 75 ans qui se sont retrouvées isolées. Je crois que c'est un chiffre comme ça, il faudrait que je retrouve. En tout cas, c'est affolant comme chiffre. Et donc, aujourd'hui, la statistique, ouais, c'est entre 2 et 3 millions de personnes âgées de plus de 75 ans qui sont isolées. Or, combien en tout il y a de personnes âgées de plus de 75 ans? Il y en a à peine 8 millions. Donc, tu vois, ça fait 3 millions de personnes sur 8 millions de personnes. Tu vois. Donc, ça fait un peu plus c'est autour des 40% des personnes âgées de plus de 75 ans qui sont isolées, tu vois. Et quand tu réfléchis à aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, la mise en institution, donc une personne qui va en EHPAD, bah, c'est une personne qui va être encore plus isolée d'une certaine manière au moins au début, parce que elle va subir une perte de repères. On va la sortir de son village. C'est vrai. Tu vois, il y a très peu d'EHPAD en réalité, et donc, et donc tu es forcé effectivement d'aller en EHPAD, parce que tu n'as plus les capacités pour être maintenu chez toi. Donc là c'est le mot utilisé, c'est maintien à domicile, qui est un grand enjeu aujourd'hui de santé publique. Mais du coup, quand tu es institutionnalisé, on va donc te changer pour la première fois de ta vie d'endroit. Tu perds des repères, ta famille maintenant, si tu en as une, elle va devoir faire des kilomètres pour venir te voir. Et en plus, on te met dans un établissement médicalisé. Mhm. Donc littéralement, on te fait prendre conscience que tu peux plus vivre sans être assisté. Et donc c'est un drame, tu vois, dans la tête des gens. Donc oui, il y a une problématique autour de ça. On n'a toujours pas parlé du coup de qu'est-ce qu'est la solution. Ouais, non, mais J'ai essayé de après, maintenir non, mais le Covid. bah, ça montre bien qu'en fait, tu réponds à un vrai besoin parce que d'abord, tu Mhm. mets en état la problématique et du coup, la solution Emobot qui vient en fait résoudre ça et apporter des solutions. Mais avant qu'on parle vraiment de ce qu'Emobot apporte, Mhm. euh, et je voulais juste du coup comprendre, est-ce que toi, tu es lié personnellement
si tu veux bien nous le partager ou pas, mais est-ce que tu es lié personnellement à ça? C'est-à-dire que est-ce que peut-être un grand-parent ou quelqu'un de la famille ou peut-être quelqu'un de proche que tu connais à un moment donné qui a vécu cette situation-là? Parce que je veux dire, porter un projet comme tu le fais, bon, c'est sympa. Moi, je fais du marketing, je travaille sur un Ouais. SaaS en marketing, donc bon, mais voilà, après, il y a plein de choses à dire là derrière, mais toi, tu portes quand même un projet là qui va, sans dénigrer ce que je fais, bien évidemment, mais tu portes vraiment un projet là qui va vraiment avoir un impact sur les personnes, en plus de ça, les personnes âgées. Est-ce qu'il y a une histoire Mmh. derrière ça, directement liée à toi ou pas? Bah, en vrai, il y a peut-être 2 choses. La 1re justement, rebondir sur le Covid, pendant le Covid, enfin, donc je crois que ça avait débuté en février ou mars, 2000, je sais plus combien, 2019, 2020, je sais plus. 2019, c'est 2020, c'est 2020. J'ai perdu aussi la notion du temps en ce moment-là. D'ailleurs, j'avais toujours l'impression d'avoir sauté une année tellement je comprenais que dalle, mais c'est pas à moi de te Oui, répondre. c'est vrai. En vrai, je sais pas. Je crois que c'est mars 2020. Enfin, c'était autour du. Enfin, mais je sais plus. En tout cas, c'est en 2020 et c'est en mars. Mais donc, en fait, j'étais du coup, j'ai eu la chance de partir dans la campagne avec des amis donc qui étaient des camarades de classe à l'époque. Et on est parti à la campagne s'isoler, donc comme tout le monde. Et en fait, au bout d'un certain temps, j'arrêtais pas d'entendre du coup monsieur le Premier ministre qui du coup, annonçait des choses et je me disais: «Mais c'est fou parce que Mm. moi je suis là et j'ai un cerveau qui est bien fait et je suis, en train d'étudier et de préparer des concours et pourtant il y a des gens qui sont isolés à qui il faudrait, enfin il faudrait leur apporter des choses». Et du coup, j'habitais dans la petite ville de Niort à l'époque, donc qui était, enfin c'est une grande ville, c'est pas vraiment une petite ville. Ça reste une grande ville et dans chaque grande ville, il y a la Croix-Rouge. Et du coup, j'ai proposé à mes colocataires de l'époque, bah écoutez les gars, moi je pense que c'est un scandale si nous les jeunes là, on va pas on va pas aider parce que nous, certes, on a une maison, on arrive à se nourrir et tout, mais pourquoi on va pas justement aider les organismes qui ont besoin de mains. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, il faut absolument qu'on contacte la Croix-Rouge et on va aller aider les gens. Du coup, on a contacté la Croix-Rouge sur place et puis du coup, Mhm. 2 jours par semaine pendant du coup un mois et demi, on s'est rendu à la Croix-Rouge. Donc là, on faisait en gros 2 choses. Il y avait ce qu'on appelle l'épicerie sociale, où là, on distribue de la nourriture, du coup, principalement à des sans-abri ou à des gens qui ont vraiment très peu d'argent. Il y a l'accueil solidaire, où là, du coup, tu vas parler aux gens, tu vois, parce qu'ils sont isolés. Même en étant dans la rue, ils sont isolés, en fait. Et en fait, un truc que j'ai découvert justement là-bas, c'est la prise en charge des personnes âgées. Et donc, j'ai été plusieurs fois sur place, donc avec une voiture, voir des personnes âgées qui étaient isolées. Donc c'est là que j'ai découvert en fait que là, un organisme comme la Croix-Rouge était capable de savoir qui étaient les personnes dans une ville qui étaient isolées et donc leur apporter directement la nourriture chez eux, mais surtout leur apporter du soutien et des médicaments. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est fou parce qu'un organisme comme la Croix-Rouge, ils sont là justement, c'est le premier rempart contre la solitude, parce qu'ils vont être capables de la détecter, parce que c'est des voisins qui les appellent, qui leur disent que cette personne-là est isolée. Et du coup, je suis allé chez des gens, dans des maisons que je n'aurais jamais imaginé. C'était des maisons où rien n'était rangé, Mm. on va dire, j'ai pas le mot, mais c'était un bordel littéralement Mhm. d'affaires. Et tu avais des gens qui étaient handicapés, souvent, qui étaient âgés, qui étaient isolés, et la seule personne qu'ils voyaient dans leur semaine, c'était la Croix-Rouge. Alors Wow. ça, du coup, c'est une des 2 histoires. Après, moi, la deuxième histoire, c'est que moi, j'ai pas vécu avec enfin, j'ai jamais connu mes 2 grands-pères. Par contre, bon, une de mes grand-mères est décédée récemment, mais donc, on va dire que c'est une histoire différente. Mais non, surtout, j'ai parlé de ma seule grand-mère qui me reste. Et elle, effectivement, elle habite au fin fond de la Bretagne. Mm. Et alors, elle n'est pas isolée parce qu'il y a sa fille qui s'occupe beaucoup d'elle-même, donc ma tante. Mais c'est vrai que ma relation avec elle, ma mamie, elle a du mal à m'appeler, pas parce qu'elle n'arrive pas à gérer les outils technologiques, parce que j'essaie de la former là-dessus. Bon, elle arrive pas, mais ça, c'est pas le sujet. C'est surtout parce qu'elle ose pas, en fait, m'appeler. Elle a Mm. l'impression qu'elle va me déranger parce qu'elle pense que Wow. du coup, bah, je suis occupé tout le temps et elle veut pas me déranger. Et même aujourd'hui, à l'autre bout du monde, du coup, on s'appelle 2 fois moins qu'avant. Donc on essaie de maintenir ce contact, mais c'est difficile parce qu'en plus, avec le Mm. décalage horaire, donc je reviens en France souvent, il y a pas de souci. Mais je dois faire 500 kilomètres en train pour aller la voir et c'est quelque chose de compliqué. Et ma amie, elle a plus de 85 ans. Littéralement, elle vit sur son rocher, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'elle est isolée. Et donc, je le vois très bien qu'elle subit cette fracture numérique qui fait que du coup, elle a pas autant d'interaction que moi dans ce monde-là. Mm. Mm. Wow, c'est ok. Donc c'est vraiment, c'est aussi un truc qui respire en toi, quoi. C'est aussi intéressant. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est que ça a un vécu un peu. Donc tu as fait état des lieux de la situation quand même des personnes âgées et tu t'es dit, bah tiens, du coup,
je peux moi apporter avec beaucoup de modestie ma petite brique pour contribuer, en tout Mhm. cas pour améliorer leur situation. Et donc, comment Emobot solutionne tout ça? Comment Emobot voilà, apporte peut-être des possibilités, mais on parlera des possibilités après, mais comment Emobot fonctionne en Oui. vrai? Oui, c'est ça. Bah, en vrai, alors Emobot, c'est une des possibilités parce que je Ok. pense qu'il y a pas 2 solutions, je pense que la vraie solution, la prise en charge des personnes âgées ou c'est une vraie problématique, c'est une problématique de santé publique, hein. Aujourd'hui, on a une vague grise qui arrive, donc c'est le terme négatif, mais ça veut dire que je crois que enfin, j'ai plus la statistique, mais c'est énorme, c'est de tous les jours, parce que la démographie est faite comme ça, il y a eu le baby boom, maintenant on a le papy boom et donc, c'est de plus en plus de personnes qui sont âgées et dont on doit s'occuper. Et donc, ça crée Mm. des scandales comme le scandale des retraites et tout, qu'il faut qu'on finance et tout. Mais aujourd'hui, en fait, Emobot, ce qui vient apporter. En fait, Emobot, c'est quoi? C'est un petit dispositif qui permet de suivre en continu l'état émotionnel des gens. Du coup, Ok. ça veut dire qu'on est capable de faire attention si une personne, bah, elle est déprimée. Donc, on va pouvoir le voir avec nos moyens de visualisation qui sont en plus c'est tout simple, c'est des cartes de chaleur où tu vois à peu près dans quelle émotion la personne se balade. Et donc, typiquement, quand tu prends un trouble comme la dépression, au niveau du diagnostic psychiatrique, c'est caractérisé par, en gros, deux choses, l'humeur. Et l'humeur, en Mhm. fait, pour la gouverne un peu des auditeurs, au sens médical, l'humeur, c'est l'émotion au long terme. Parce qu'en fait, une émotion, c'est une réaction. Donc, c'est une réaction à un stimuli, donc Mhm. alors à notre environnement. Mais du coup, qu'est-ce qui nous caractérise en tant que personne au niveau émotionnel? Ça, c'est l'humeur. Et donc, quand quelqu'un est déprimé, son humeur est constante. Ça veut dire que la personne ne communique plus vraiment on va dire, ses expressions faciales sont figées, quoi. Elle a plus de motivation le matin, donc ça, c'est plus de l'apathie. Mais donc la dépression, c'est une humeur constante et triste. Voilà, c'est à peu près ça comment on caractérise la dépression. Et donc, c'est une personne qui va restreindre son champ de possibilités, son champ d'activité autour d'elle-même. C'est une personne qui va avoir des troubles du sommeil. Et nous, du coup, Emobos, on veut détecter des signes avant-coureurs, c'est-à-dire des signaux faibles en amont du coup on va D'accord. dire de la maladie. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de faire avec une intelligence artificielle qui va détecter ces signaux faibles. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on observe la personne quelques heures par jour, donc avec notre petit robot qui fait 20 cm de haut, c'est un tout petit robot que vous pourrez voir sur notre site. C'est un robot qui a des formes neutres et tout pour respecter justement la dignité des personnes âgées, parce que souvent les technologies, pour Mm. les personnes âgées, elles sont infantilisantes. Nous, on a voulu quelque chose de très simple et qui respectait justement la personne, et on ne voulait pas que la personne elle se projette non plus dans le dispositif. Donc, typiquement, c'est pas humanoïde comme robot. Nous, on a vraiment voulu faire quelque chose d'utile. Et du coup, c'est un petit robot, donc avec une petite caméra et ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui est embarquée dans le robot. Donc, il y a un défi technologique derrière. Et lui, il Ouais. va observer la personne quelques heures par jour, juste son visage. Pour l'instant, c'est juste le visage. Et d'ailleurs, il voit même pas vraiment la personne, hein. Lui, il met des points sur le visage et c'est ça qu'il analyse. Donc, il analyse pas en soi les expressions en tant que telles de la personne. Ce qu'il va analyser, c'est les changements justement de muscles sur la personne. C'est les rides, tu veux, ils peuvent s'accumuler. Par exemple, quand tu sais, quand t'es énervé, tu peux avoir des rides qui se mettent sur ton front. Enfin, ce genre de choses. Les sourires, en fait, il va suivre, on va dire là. Il a appris à reconnaître des schémas émotionnels sur la personne. Typiquement, si je souris, à mon avis, c'est que je suis serein ou je suis excité ou je suis heureux. Ce genre de choses, en fait. Et c'est une intelligence artificielle qui a appris sur des millions, du coup, de données, qui a déjà reconnu ces schémas-là. Et du coup, nous, on le transforme, du coup, en une donnée émotionnelle qu'on suit dans le temps. Donc ça, c'est vraiment la différenciation aujourd'hui par rapport à ce qui existe. C'est que, typiquement, si on veut détecter un moment crucial, typiquement, la chose la plus intuitive, c'est par exemple pour un patient épileptique, donc il y a des crises d'épilepsie, il va avoir une crise à un moment. Bah, du coup, si aujourd'hui on fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire bah, le médecin il te voit toutes les 2 semaines, il fait un diagnostic toutes les 2 semaines, bah, il va louper la crise. Donc il va te Mm. voir que après la crise. À part si tu es sanglé dans un hôpital, évidemment. Et ça, c'est atroce. Et du coup, nous, ce qu'on veut apporter, c'est à domicile une solution qui permet de rassurer les familles en ayant ce qu'on appelle un agenda émotionnel. Et typiquement, elles vont pouvoir voir si mamie, elle va mieux ces jours-ci parce que moi, en tant qu'aidant ou en tant que fille du coup, de ma mère ou en tant que petite fille de ma mère, je vais du coup l'appeler et donc savoir si ça va mieux directement si je vois qu'elle va moins bien. Et donc, tu as une espèce d'agenda émotionnel qui permet aux familles de suivre on va dire, le bien-être de la personne, même à distance, et donc aussi, à travers le robot, de faire des visioconférences. Et donc là, on donne accès aux personnes âgées à la visioconférence. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant
dans la solution à ce niveau-là, c'est que quand on réfléchit aujourd'hui, notamment au Covid, à ce qui s'est passé pendant le Covid, on a tous découvert Doctolib. Et donc, on a commencé à tous faire des rendez-vous médicaux sur Doctolib. C'était la folie. Et donc, on avait besoin d'un ordinateur pour faire de la visioconférence et prendre un rendez-vous avec un praticien. Et donc, tout le monde s'est retrouvé à prendre des rendez-vous avec des gens qui habitaient à Besançon, à Grenoble, des villes auxquelles on n'avait pas l'habitude de voir des médecins. Et ça, c'est ce qui a permis Doctolib. Mais aujourd'hui, les personnes âgées, elles n'ont pas accès à ça. Et notamment, une des possibilités de notre robot, c'est de faire la téléconsultation. Et parce qu'aujourd'hui, les personnes âgées sont délaissées au niveau de la téléconsultation, les médecins avec qui on travaille sont hyper intéressés par le fait de faire justement leurs séances avec leurs patients à distance via le robot. Parce que ça, c'est aussi une des autres problématiques qu'on résout, c'est celle de la désertification médicale. Quand on y réfléchit aujourd'hui, comment ça se passe pour un psychiatre, les psychiatres, ils ont tendance à pas trop s'occuper des personnes âgées. Alors, c'est pas de leur faute, hein, c'est parce qu'en fait, souvent, c'est des troubles plus complexes et que aussi, ça prend plus de temps. Et du coup, ils s'occupent de moins de personnes âgées, mathématiquement parlant. Et donc, idéalement, il faudrait qu'ils se déplacent dans des EHPAD, il faudrait qu'ils se déplacent à domicile. Et donc, on imagine bien que c'est pas la Batmobile que va avoir un psychiatre. Il va pas forcément passer son temps dans la voiture, c'est pas vraiment son métier. Et du coup, nous, ce qu'on veut apporter, c'est justement à distance pouvoir faire des téléconsultations. Et typiquement, ça intéresse aussi les psychologues, hein, s'ils peuvent faire leur téléconsultation non pas sur le divan, mais du coup à travers le robot. Et donc là, le robot, via sa caméra et via le fait qu'il soit connecté à la télé, il permettrait aussi de faire des téléconsultations. Yes, voilà, j'avais juste une question. Ouais, tu disais que les personnes âgées n'ont pas accès à Doctolib, c'est ça? Ouais, elles ont accès parce que c'est ouvert Doctolib, mais en fait, elles l'utilisent pas, ou quand elles l'utilisent, c'est anxiogène. Ok, je comprends. Et donc, en fait, juste pour décortiquer ça pour les gens qui vont peut-être pas forcément, ils sont peut-être pas forcément, sensibles ou familiers à tous ces termes techniques, en fait, Emobot permet justement de suivre, tu me diras hein, si je dis des choses pas très correctes, mais permet de suivre en continu, en fait, l'état émotionnel des personnes âgées. C'est bien ça. C'est-à-dire que c'est en continu, exactement. Quoi. C'est ok. Et donc, et c'est ce qui permettra à l'outil de traduire si y a un problème ou pas, et si tout va bien, et en fonction du coup des données que vous avez vous enregistrées dans Emobot, qui va ensuite analyser tout ça et pour détecter quelque chose qui va pas. Ok, c'est hyper clair et c'est bien parce que du coup tu as parlé un petit peu plus des fonctionnalités d'Emobot, mais aujourd'hui vous en êtes où en fait avec l'outil et du coup je viens sur la question qui vient où tu es aux États-Unis, donc la solution, alors je sais que tu étais aussi à Vivatech, donc il y a aussi déjà je pense déployé, peut-être tu l'as fait connaître et plein de gens te suivent là-dedans, tu en as parlé un petit peu au début, mais tu en es où aujourd'hui avec Emobot? Merci pour la question. Donc en fait, je pense que tous les jours, on est au début de l'aventure. Ça, je pense, c'est quelque chose que tu ressens toi aussi. Tous les jours, on est au début. J'aurais pas dit mieux, tu vois. Ouais, donc je pense que c'est exactement ça. En gros, ça fait 1 an qu'Emobot existe. Les premières personnes qui ont pu bénéficier d'Emobot, c'était il y a 6 ou 7 mois, je crois. Et aujourd'hui, on a déployé, du coup, alors, il y a un champ de douleur, ce sont les EHPAD. Du coup, on a priorisé les EHPAD, notamment en termes d'expérimentation, parce que si tu veux développer une technologie qui a du sens, il faut que ce soit pas toi qui la produise, mais tes utilisateurs. Ça, c'est hyper important. Complètement. Et donc aujourd'hui, nos utilisateurs, c'est des personnes âgées, mais c'est aussi les aidants autour d'eux. Et quand je parle des aidants, c'est les aides-soignants, le médecin est aussi un aidant, et aussi les familles. Donc on a cet enjeu du coup d'apporter une solution à différentes catégories de personnes qui ont différents besoins. Et donc on a déployé nos robots dans des EHPAD, donc notamment en Normandie. Et donc en gros, on a quelques dizaines de robots qui sont déployés. On a un peu moins de 100 robots en fait qui sont déployés. Et donc dans cette un peu moins que 100 robots, on a aussi des robots qui ont été déployés petit à petit à domicile, puisqu'en fait, on a été contactés, mais ça, c'est quelque chose de génial, c'est qu'on n'a même pas nous-mêmes eu besoin de trouver des early adopters, c'est-à-dire des gens qui vont adapter ta solution en premier. Et donc, on a déjà quelques robots qui sont déployés à domicile. Et donc, parce que nous, on a 2 problématiques, en fait. On a les personnes âgées qui sont isolées, donc là, ça, c'est le domicile, le maintien à domicile. Et donc là, par exemple, c'est la problématique de la famille qui habite à distance de la grand-mère et qui, du coup, aimerait être rassurée sur le fait que mamie, elle va bien, que mamie, elle est pas en dépression ou que mamie, elle est active.
Et donc ça, on leur apporte cette solution avec un agenda émotionnel qui leur permet de suivre en gros tous les jours si mamie elle va bien, et donc si elle va pas bien, ils appellent. Mais nous, on a aussi une problématique médicale qui est la prise en charge, on va dire, des personnes Mm. âgées au niveau psychiatrique. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec des médecins dans les EHPAD, mais aussi dans des hôpitaux. Et le but, en fait, c'est permettre aux médecins d'avoir un retour continu sur leurs patients. Et donc ça, on le fait justement via notre robot, parce que les psychiatres, ils ont un outil comme nous, c'est les émotions. C'est un des outils qu'ils utilisent. Et nous, ce qu'on leur permet, c'est d'avoir un retour continu sur la santé mentale du patient. Et donc, ça leur donne beaucoup plus d'informations, ça enrichit leur diagnostic. Et surtout, il y a une continuité dans leurs soins. Et donc ça, c'est ce qui les intéresse. Et c'est aussi ce qui intéresse énormément les EHPAD, puisque typiquement, il y a un certain nombre d'aides-soignants dans un EHPAD, mais du coup, on ne peut pas suivre en continu la personne. Mm. Et donc, si on détecte généralement, on n'est pas capable de détecter une crise ou une rupture de comportement. Et donc, ça, c'est ce que détecte le robot. Donc, oui, on a déployé en gros quelques dizaines de robots, donc un peu moins que 100 aujourd'hui dans des EHPAD et quelques robots à domicile. Et là, on continue à en déployer à domicile parce que aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est quand même le domicile parce Ouais, que c'est vrai. quand tu réfléchis dans les Mm. EHPAD, en fait, il y a déjà de l'accompagnement. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est à domicile. Et donc, possiblement, au moins 2,5 millions de personnes qui pourraient avoir le dispositif et leur famille avec. Ok. Voilà. Et donc, la solution, elle est déjà déployée, quoi. C'est-à-dire que là, la solution, elle existe. J'imagine, tu travailles aujourd'hui, enfin, vous travaillez, on va parler de l'équipe rapidement. Il y a une frustration chez moi, là, parce que j'ai Mhm. envie d'en savoir un peu plus, mais je regarde aussi l'heure en même temps. Mais en fait, il y a donc à domicile, du coup, c'est comme un petit peu une sorte de télésurveillance, en fait, un logiciel qui est là, qui surveille. Alors, télésurveillance, c'est peut-être un peu réducteur ou pas, mais Mhm. c'est en fait c'est un logiciel qui surveille, qui assiste la personne âgée, mais émotionnellement, il n'apporte rien parce que au final, ça reste un robot. Donc là, je vais un peu te challenger parce qu'au final, on l'a Ouais. dit tout à l'heure, c'est ce dont ils ont besoin, c'est aussi de la présence humaine. Donc j'imagine tous les gens qui sont très réfractaires de robots, mais Mhm. voilà, et je fais un petit peu leur écho, mais en fait c'est un logiciel qui est là, qui est un outil, c'est un robot qui est là, qui les surveille entre guillemets. Alors surveiller, c'est peut-être pas le bon mot, mais qui les assiste, mais en effet qui n'apporte rien de la présence humaine en vrai. Mhm. Bien sûr, bien sûr. Tu as totalement raison, ça c'est le point qui est soulevé tout le temps. Mais en fait, nous, on y répond de différentes manières. D'ailleurs, on a conçu le robot pour qu'on Mm. nous pose cette question. En fait. Donc Ça c'est là où c'est marche. Bah, intéressant. c'est marrant, tu Aujourd'hui, l'assumes parce que moi, ouais. excuse-moi de te couper là-dedans, parce que moi, quand alors, je fais du branding, donc de toute façon, tout ce qui est naming, nom d'entreprise, ça me questionne Mhm. toujours. Donc, quand je vois Emobot, c'est clair qu'il y a bot. Donc, alors, si tu as des questions à Ouais. se poser, c'est là, quoi. C'est pas Doctolib ou je sais pas quoi, c'est Oui, Emobot et il y a complètement. Ouais. bot. Enfin, bref, voilà, je ferme la parenthèse. Oui, oui, complètement, complètement. Bah, en fait, normalement, un robot, on imagine quelque chose qui interagit avec les gens. Alors, nous, pour l'instant, c'est un objet passif. Alors, je te Mm. dis pas que c'est pas en développement. On est en train de, évidemment, on fait une partie interactive. D'ailleurs, enfin, récemment, on a vu tous sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas si tu as vu ça. Alors, peut-être parce que moi, j'ai ce prisme où j'ai une communauté, peut-être plus de gens qui sont passionnés par la technologie autour de moi, mais il y a eu OpenAI, qui est une grosse Mm. entreprise, c'est une entreprise d'Elon Musk, encore Mhm. une Yeah. d'Elon Musk. Ils ont sorti un nouveau chatbot qui est hyper puissant et donc tout le monde a mis des posts sur LinkedIn. Regardez, ah, en fait, c'est pas moi qui ai écrit. Ha, ha, ha. Et donc, en fait, déjà pour préciser les choses, Emobot, c'est pas de la télésurveillance dans le sens où il y a personne qui est là pour surveiller derrière. Mhm. Déjà de un. Et de deux, en fait, on n'analyse pas les faits et gestes de la personne, hein. Ce qu'on analyse, c'est vraiment ce que j'ai expliqué, c'est le visage de la personne, quelques heures par jour. Déjà, c'est pas toute la journée, c'est pas la nuit. Et d'ailleurs, le robot n'a même pas de disque dur. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de garder l'image. Donc, en fait, une D'accord. fois que notre modèle d'apprentissage, donc notre technologie, notre algorithme a fait le calcul pour dire, bah là, c'est de cette émotion-là, en gros, bah l'image est jetée instantanément. Donc déjà, on n'a pas cette problématique. Nous, on parle plus, dans ce cas-là, si on va sur le sujet de la télésurveillance, et nous, on n'y va pas du tout parce que c'est un secteur ultra vétuste, pas du tout sexy, et qui est horrible, on ne veut pas surveiller les gens. Nous, on regarde en fait les émotions des gens pour leur bien-être, Mm. et donc pour détecter des signes avant-coureurs de troubles. Maintenant, sur la partie interactive, c'est vrai que alors je crois que la question que tu m'avais posée, c'est mais du coup, votre robot, il apporte pas d'émotion. C'est Bah, en ça. fait, si, parce que ouais, bah, du coup, je vais y répondre, mais du coup, c'est une solution, enfin, c'est une question que j'adore. Parce que nous, on a deux types d'utilisateurs. On a la personne âgée ou en gros la famille. La famille, elle a un retour de l'information qu'a le robot.
Mhm. Donc, c'est un agenda émotionnel. C'est comme ton agenda Google Calendar. Et dans chaque case, tu vas avoir 3 couleurs qui te disent si la personne âgée que tu aimes, quoi, va bien ou va mal, en gros. Et à partir de là, on essaie de déclencher chez les gens des réactions. Et donc, typiquement, la famille, on aimerait que quand mamie, elle va mal, bah, on l'appelle tout de suite. Quand mamie, elle va mal, on fait une visio à travers le robot. Et donc, typiquement, justement, le robot, la première solution qu'il apporte, c'est essayer de faire en sorte que les proches appellent plus. Que les proches se disent, ah bah tiens, la mamie, elle va mal. Je sais qu'elle va mal. Avant, j'étais pas au courant. Bah maintenant, je le sais, donc j'appelle. Et donc, finalement, je me retrouve à plus appeler mon proche. Et donc, cette personne-là est moins isolée. Alors, certes, le robot, il n'interagit pas. Il n'apporte pas d'émotion pour l'instant. Mais c'est vrai que dans un des développements possibles, une des possibilités de notre robot, ce serait ça. Ce serait un robot qui serait capable d'interagir. Et là, non, nous, ce qu'on imaginerait, on ne veut pas qu'un robot interagisse comme un être humain. Non, ça, c'est pas du tout notre objectif. Ça résout aucune problématique. Par contre, encourager les personnes à nouveau à communiquer parce qu'elles sont isolées, ça, on pense que c'est hyper bien. Donc, si un dispositif peut entraîner l'état cognitif de la personne, ça, on aimerait le faire. Et donc, on va dessus petit à petit. Mais pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? C'est parce que la génération actuelle n'est pas adaptée à ce genre de technologie. Les chatbots et tout, ça, c'est un truc Mhm. futuriste encore pour les personnes âgées. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, le robot crée le lien entre la Voilà. personne âgée et éventuellement la famille ou les personnes qui sont proches de cette personne-là. C'est hyper clair. J'ai vraiment cette frustration parce que j'ai énormément de questions qui passent par ma tête, mais je te les poserai en off, mais on en reparlera peut-être pour un épisode 2 prochainement. J'en sais rien, mais on verra. Et donc, juste une question Ok. quand même qui me tient à cœur, c'est aujourd'hui, tu travailles avec donc des médecins, tu travailles avec, tu en as parlé un petit peu, donc avec des EHPAD, avec plein de gens qui sont autour de toi, qui soutiennent en fait ton projet, hein, c'est ça, hein? Ou le challenge. Ou les challenges, ouais, ok. Donc en fait, tu as une Ouais. grosse équipe. Est-ce que rapidement, tu peux juste un peu nous parler de ta team, de ton équipe Ouais, déjà, ouais. tu as un associé, comment ça fonctionne? Ouais, alors en fait, on est 4 cofondateurs. Donc Ok, quatre, on est ok. beaucoup, on est une panoplie de cofondateurs. Alors ce qui est intéressant dans notre équipe, c'est qu'on Mhm. est 3 à être au début de la vingtaine et un autre associé qui est lui pas du tout au début de la vingtaine, qui a déjà fondé 3 startups Ok. et là, c'est sa quatrième. Et donc Renaud Séguier, qui est aussi professeur d'université. Et donc lui, il dirige un laboratoire justement spécialisé dans les émotions en intelligence Mhm. artificielle. Tu vois, ça tombe bien. Wow. Et ensuite, mes 2 autres associés, donc Anthony, qui est le directeur technique, donc ce qu'on appelle un CTO. Donc qui lui a un couteau suisse, il fait tout. Il est trop fort. Et il s'occupe vraiment de la partie robotique justement et intelligence artificielle. Et ensuite, Samuel, avec qui j'avais déjà travaillé enfin, on avait ce projet commun là de réseau social qui s'appelait Femi. Et lui, c'est vraiment celui qui construit le produit. Donc c'est l'homme interactif, quoi. J'ai envie de te dire, Mhm. il construit product builder. Et donc c'est lui qui construit les interfaces, c'est lui qui pense aussi au design de ce qu'on présente. C'est hyper important, hein, véhiculer les idées avec un bon message, bah, ça se passe énormément par du design. Et Et par donc la c'est lui qui fait com. les interfaces pour la famille et par la com. Après, moi, je suis pas bon en com. Je vais apprendre, mais peut-être grâce à toi, Priska. Bah écoute, Mais avec voilà, en plaisir. gros, c'est ça. Et on travaille avec des médecins. Aujourd'hui, on a en fait en gros 4 médecins avec qui on travaille tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais presque. Enfin, au moins un chaque jour. Et donc, c'est surtout des psychiatres et des gérontopsychiatres parce D'accord. qu'ils ont travaillé sur le sujet âgé. Et Mhm. ensuite, on a même un médecin coordonnateur qui est autour du projet. Je pense du coup, il s'appelle Nicolas Gallet, et lui, il coordonne le travail de plusieurs résidences dans le Finistère. Et c'est justement des résidences où on est en train de déployer des robots. Donc ouais, Ok. on est bien entouré. Et donc aujourd'hui, tu es aux États-Unis. Que fais-tu là, toi là-bas? Est-ce que tu es avec ton équipe? Est-ce qu'il y a une partie ici? Est-ce qu'il y a un développement encore qui est prévu aux États-Unis? Du coup, qui revient, je rajoute une autre question en deux, enfin une deuxième question en une. Enfin bref, tu as compris. Mhm. Aux États-Unis, donc il y a une dimension internationale quand même que tu donnes à Emobot, je suppose, étant donné que tu es aux États-Unis, mais Mhm. dis-nous-en un peu plus à ce niveau-là. Ouais. Bah, écoute, moi, je suis hyper excité d'être aux États-Unis. Bah, déjà, j'y suis parce que je voulais y aller. D'accord, ok. Donc c'est Vu que très je personnel. voulais, ouais, je voulais découvrir les États-Unis. Et donc, Emobot, ça a été on va dire la fusée pour pouvoir aller aux États-Unis. Ok, Alors moi, j'y suis en tant qu'éclaireur, donc je suis tout devant dans la fusée, et pour l'instant, il y a personne derrière. ok. Mais du coup, bon, ouais, je travaille avec mon équipe avec 9 heures de décalage horaire. Donc, et l'idée d'être aux États-Unis, c'est que bah, tu as une population qui est 5 fois plus grande que la population française.
Tu as un peu moins de personnes âgées en proportion, parce que D'accord. si tu regardes l'âge médian aux États-Unis, ils ont 4 ans de moins, en fait, les Ok. Américains par rapport aux Français. Donc en fait, ce que nous on subit en France, on va le Mm. subir aux États-Unis dans 4 ans. Du coup, je me dis, bah, c'est bien, je suis en avance. Donc je suis Ouais, c'est arrivé, bien. je suis en avance, donc je pose mes bagages. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse aux États-Unis, c'est commencer à établir des partenariats avec des hôpitaux ici et des centres donc pour la mémoire, enfin ce genre de centres pour les personnes âgées. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'accès aux soins aux États-Unis il est évidemment pire qu'en France, parce qu'en France, on a au moins un système de sécurité sociale universel. Et donc, en fait, la problématique résonne encore plus aux États-Unis, où c'est un pays. Alors, les gens sont isolés de la même manière, voire encore pire, hein. On Mm. imagine bien les images dans le Midwest de personnes âgées qui seraient complètement isolées à 50 km et tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, la santé mentale, ce qu'on appelle la mental health Mhm. aux États-Unis, c'est un sujet qui est prédominant, mais depuis toujours, hein. Tu vois, je pense il y a les affiches dans le métro, tu as une affiche sur trois, c'est par rapport à ta santé mentale. Tu as une ligne verte pour rappeler si tu vas mal, quoi. Donc, ils sont hyper préoccupés par la santé mentale. Or, nous, Immobot, on travaille dessus au niveau médical. Donc, je suis là-bas pour justement prendre les devants, quoi. Ok, donc tu anticipes et ça se voit que tu es un bon entrepreneur parce qu'un bon entrepreneur a toujours de l'anticipation. Ça, c'est un petit message de quelqu'un qui comprendra, qui me donne toujours quelques petits conseils comme ça d'entrepreneur. Il me dit, Prisca, il faut Trop toujours bien. avoir la suite dans tes idées et anticiper longtemps en avant. Et d'ailleurs, c'est ça un peu le rôle d'un CEO parce que finalement, des fois, on dit, mais le CEO, il sert à quoi en vrai? Parce qu'il y a toutes les équipes qui sont très opérationnelles et le gars, il est comme ça. Mais en fait, pas du tout. C'est lui qui donne de la vision. Et donc, levée de fonds prévue pour Emobot ou pas, si c'est une info publique ou pas? Oui, oui, bah après, c'est toujours enfin, oui, oui, c'est public. En fait, pour l'instant, non, pas de levée de fonds, parce que pour l'instant, on va dire qu'on a ce qu'on appelle une traction commerciale Ah ah. suffisante, parce là, on négocie quand même avec des grands groupes européens, donc normalement, il n'y aura pas de sujet à ce niveau-là. Par contre, c'est vrai que comme on va aussi vers du médical, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des vertus médicales à notre produit, dans le sens où, du coup, il est capable peut-être d'aider au diagnostic, donc d'aider les psychiatres. Là, on va devoir faire des études cliniques pour valider la solution au niveau clinique, parce qu'on a on a des validations au niveau recherche, mais on n'a pas Ok. de validation au sens clinique du terme. Et donc, typiquement, est-ce que Emobot il peut réduire statistiquement les hospitalisations? Est-ce qu'il peut éviter des rechutes dépressives, enfin, ce genre de choses? Ça, on va aller chercher des études cliniques. Et une étude clinique, c'est entre 300 000 euros et 1 million d'euros par étude clinique. Donc, pour te Ok. donner un ordre de grandeur, tu pourras pas survivre au début avec des clients. Enfin, c'est trop bien les clients, évidemment, mais vu qu'on a cette portée médicale, il va falloir qu'on Hmm. finance. Et donc, peut-être, en gros, j'annonce rien, mais on va dire qu'on se tient en courant pour mi-2023 pour une levée de fonds, mais ce sera aussi une levée de fonds pour justement aller aux États-Unis. D'accord. Dans tous les cas, avec un projet et un produit comme le tien, il y a quand même des laboratoires, enfin des médecins qui vous suivent, des hôpitaux. Donc, dans tous les cas, je pense que Ouais, il y a quand même une bonne, je veux dire, un bon aura autour de ce projet, même si, voilà, c'est gentil. il faut toujours aller te batailler en tant que CEO. On s'approche de la fin, encore une grosse frustration, parce que j'ai tellement de trucs à te poser. Parce qu'en fait, tu as suscité plein de trucs et je trouve ça juste unique. Et du coup, je veux Ça poser fait la plaisir. question, en quoi ton projet, en quoi Emobot, c'est un concept qui est unique et différenciant au regard en fait de tes concurrents aujourd'hui. En quoi Mhm. toi, il y a quelque chose de ok, tu as parlé de l'après, de ce qui va arriver dans quelques temps, mais justement en quoi c'est très différenciant des autres. Mhm. Alors, en fait, alors là, c'est la question, vraiment, franchement, si un entrepreneur ne sait pas répondre à cette question, c'est la honte. Mais, et littéralement, en Ça fait, va. tous mes concurrents sont aux États-Unis. Alors, pour l'instant, moi, je suis trop petit, donc ils me connaissent pas, et moi, je les connais très bien. Et donc, il y en a deux, justement, qui sont à San Francisco. Donc, ça tombe Ouais. bien, je suis là-bas. Mais donc, en fait, j'ai en gros 5 concurrents qui font Mhm. tous la même chose. La première différence, c'est au niveau technologique. C'est qu'en fait, nous, on fait de la vision, eux, ils font de la voix. Donc en Ok. fait, eux, leur promesse, c'est: «Je te prélève 20 secondes de voix et je suis capable de dire si tu es en dépression». Donc ça semble être un miracle. Mais bon, moi, j'ai de sérieuses questions par rapport à vraiment ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils promettent. Mais du Ça me coup, fait ils sont penser, quand même très avancés, hein. ça me fait penser à Dropout, que tu dois connaître peut-être. Oui, bah oui, Theranos, effectivement, Theranos. D'ailleurs, est issu de la baie de San Francisco, hein, ça, faut pas oublier. Ouais, c'est vrai. Donc oui, oui, mais ça c'est en plus, c'est drôle parce que c'est une anecdote, mais c'est vrai que
D'ailleurs, on a une version française de nos concurrents américains qui vient d'être créée. J'ai pas encore vraiment parlé aux founders, mais bon, ils sont très motivés. Ils s'appellent Acuity Care, pour les D'accord. citer. Et eux, du coup, nos concurrents français, qui ont été créés en juillet, leur slogan, c'est quand même Voice is the new blood. Donc, la voix, c'est en gros, le nouvel Eldorado du sang, quoi. Donc, The Dropout, la série, c'est Theranos qui te promettait qu'avec un échantillon de sang De sang. qu'on te prélevait sur Mm. ton doigt, on puisse faire autant qu'avec une analyse de sang. Et du coup, moi, c'est drôle parce que du coup, cette start-up française, elle a exactement le même slogan. Bon, je sais pas, c'est pour provoquer, j'imagine. Mais ouais, donc nos concurrents, en fait, ils utilisent la voix pour justement analyser, pour pouvoir détecter pour faire des diagnostics, en fait. Et donc, ils ont comme but littéralement de remplacer les gens. Nous, non, on travaille avec les gens et on peut faire de l'aide au diagnostic. Et aussi, nous, contrairement à eux, on a cette portée B2C, donc c'est-à-dire avec un agenda émotionnel qui est à la portée des familles et qui a pas c'est plus de la wellness, du bien-être que du médical. Et du coup, maintenant, vraiment la vraie différence au niveau techno, c'est que eux, ils font quand même de manière ponctuelle. C'est-à-dire que ils te disent, bah, dans les centres médicaux où ils déploient leur dispositif, c'est le médecin qui va faire écouter la personne. Il va enregistrer la personne avec un dispositif, hein, le téléphone par exemple. Et donc, on fait un diagnostic, j'en sais rien, une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines. Et donc, ils ont besoin quand même euh, enfin, ils font ça de manière ponctuelle. Alors que nous, Emobot, on a un suivi continu. Et donc, Mhm. typiquement, on peut détecter les moments. C'est ça la principale différence. Ok, ok, trop trop bien. Et je poserai la dernière question, enfin la dernière, et après tu me diras si j'ai oublié un truc ou t'as un truc à dire. En quoi du coup ce projet, alors ça peut être ce projet, ça peut être Emobot, mais au-delà de ça, ça peut être toi, parce que je pense que tu es un peu je sais pas comment le dire, mais c'est toi la vision derrière ça, et peut-être qu'il y a plein d'autres choses que tu vas générer au travers Emobot ou pas d'ailleurs, mais en quoi ce projet ou toi, Tanel, en tant que personne, en quoi tout ça représente des possibilités. Alors, tout ce que tu m'as dit, ce sont des possibilités, mais j'aime bien poser cette question parce qu'elle est hyper précise. Et à travers ça, tu Mhm. vois, ça te pousse un peu à aller plus loin, en quelques mots d'ailleurs, pas forcément, mais voilà, en quoi ça présente des possibilités. Ouais, ouais, ok. Bah, merci pour la question. Moi, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Il y a 2 mois, on savait pas du tout qu'on allait faire du médical. Et donc, Mhm, on apportait une solution déjà dans les EHPAD, un petit peu à domicile. Et on pense, mais c'est quoi notre produit finalement? On savait même pas le mettre dans quelle catégorie. On était en mode, ok, mhm. nous, on fait quelque chose pour la cyberéconomie. Et en fait, on s'est rendu compte que les utilisateurs de notre solution, c'était plus les médecins Ok. alors qu'au début, on pensait que c'était les aides-soignants. Et donc, en fait, on s'est retrouvé aujourd'hui à contacter énormément de médecins. Et donc, moi, j'ai plusieurs rendez-vous avec des psychiatres tous les jours. Enfin, pas plusieurs rendez-vous tous les jours, mais des rendez-vous avec des psychiatres tous les jours. Et pas parce que j'ai un trouble moi-même, hein, mais parce que évidemment, du coup, je les questionne par rapport à ma solution et qu'on essaie de développer des choses ensemble. Et aujourd'hui, il y a tellement de possibilités pour Emobot. La première, c'est toutes les choses qu'on va pouvoir améliorer grâce à une solution comme la nôtre. Parce que l'air de rien, même si on ne parle pas d'intelligence artificielle ou de technologie, Emobot, ça te dit juste quel est ton état émotionnel en continu. Donc Mhm. ça, c'est une information qui a tellement de portée, et donc pour des diagnostics, pour différentes maladies, que c'est déjà, ça ouvre un monde de possibilités. Et donc c'est pour ça que je parlais des études cliniques tout à l'heure. Ensuite, des autres possibilités, c'est ce dont tu parlais, c'est des robots qui vont interagir. Moi, je suis pas trop fan hein, des robots qui interagissent parce que je trouve que ça déshumanise. Mais c'est vrai que les personnes qui sont vraiment isolées, si on peut leur apporter une solution, ouais, typiquement, si un robot, il va leur faire des rappels. Ah, vous savez, il y a votre émission préférée. Ah, il y a votre fille qui veut vous appeler. Est-ce que du coup on lui répond? Donc, s'il y a cet assistant de vie qui peut-être va pouvoir encourager la personne à nouveau à communiquer, qui peut dire aussi à la personne, bah, vous savez, autour de vous, votre voisine, si elle a le robot aussi, typiquement, bah, elle est en train de faire un Scrabble, bah, à mon avis, vous pouvez peut-être aller chez elle en faire un aussi. Enfin, on a des sujets possibles comme ça. Après, je sais pas vraiment enfin, je sais pas qu'est-ce que l'avenir réserve à Emobot. Mais même au-delà des mobots, moi je trouve qu'il y a tellement de problématiques à résoudre. Ouais. Et moi aujourd'hui, le monde des possibilités, il est ouvert autour de tout ce qui est au niveau santé et au niveau bien-être. Et du coup, bah, je remercie les docteurs avec lesquels on travaille. On a découvert tellement de choses, que ce soit des psychologues ou des psychiatres ou ou des neuroscientifiques. Enfin, il y a tellement, je sais pas en fait, il y a tellement de choses à faire. En fait, ça évolue tellement vite aujourd'hui des possibilités justement au niveau technologique. Ça va tellement vite, on n'arrive même pas nous-mêmes à suivre. On est là, attention, il faudrait qu'on embauche quelqu'un pour regarder ce truc-là et pour voir si on peut pas faire émerger une solution.
Mais en fait, de toute façon, moi, je laisse les gens me dire quelles sont les possibilités de ma technologie. Tu vois, typiquement, on n'a jamais nous-mêmes pensé en fait au produit. C'est Mm. toujours les utilisateurs qui nous. Enfin, Complètement. Et c'est dans les, le temps. ouais, c'est les utilisateurs aussi qui te challengent et en fait, tu réponds à leurs besoins. Et donc forcément, tu dois être à l'écoute de leurs besoins et c'est un peu ça le marketing aussi. En fait, tu réponds à un besoin mais trop bien. Je tiens quand même à signaler et dire merci à toutes tes équipes, à toutes les personnes qui t'entourent et tu les as un petit peu mis en valeur tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ta façon de les présenter, tes associés en particulier, mais parce que, enfin, voilà, encore une fois, ce genre de projet pour moi, ça mérite vraiment d'être connu en vrai et c'est vrai qu'il y a énormément de startups aujourd'hui et donner du sens un peu à ce qu'on fait. Surtout dans ce genre de produit. Moi, je suis très modeste dans ce que je fais du marketing, je fais de la com et mon existence à moi, c'est aussi mettre en valeur des entreprises et autres. Alors, mais aujourd'hui, on veut créer des startups, parfois on veut un petit peu trop en créer, des fois pas pour grand chose, mais donner du sens à la technologie et franchement, je salue ça et derrière, je sais qu'il y a un gros travail. En tout cas, bravo Tanel, merci beaucoup, merci d'être venu dans ce podcast. Encore une fois, j'avais plein de questions et de toute façon, on est en contact, donc c'est cool et je te remercie beaucoup. Est-ce que je t'ai peut-être pas posé une question ou un truc que tu souhaiterais toi dire à la fin de ce podcast ou un truc comme ça? Bah, déjà, je voudrais te remercier. Enfin, s'il y a des gens qui sont restés jusqu'à la fin, je voudrais aussi les remercier. J'espère. Et n'hésitez pas à venir nous challenger, à nous dire ça c'est pas bien ce que vous faites, parce que c'est comme ça qu'on avance dans le monde. Bah, merci de mettre de la lumière sur des projets qui ont du sens. Priska, je te remercie et je te souhaite vraiment énormément de réussite aussi dans ton projet. Merci, c'est gentil. Que je sais que tu es tellement motivé que j'ai pas de doute sur la réussite que tu vas avoir. Maintenant, je crois qu'il y avait une question que tu m'avais posée avant l'interview, c'était, avant ce podcast, c'était est-ce que toi, tu as une startup et tout qui te plaît et tout? Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à cette question jusqu'à encore hier soir, hein, donc j'ai réfléchi avant de dormir et je trouvais pas parce que je me disais c'est fou en fait, je suis tout seul dans mon vase et je ne regarde même pas ce que font les autres startups. Mais du coup, j'ai quand même une anecdote. Il y a une startup que je trouve folle parce que pour moi, une startup qui est ambitieuse, c'est une startup qui répond à un problème urgent. Et il y a une startup, je voulais vraiment alors, je n'ai aucun rapport avec le podcast, mais je voulais quand même en parler. Avec plaisir. On a de plus en plus des climatisations chez nous, hélas. Et en France, quand il fait 45 degrés à Paris l'été, t'as envie de mourir. Donc, et pas qu'en France, hein. Et enfin, je veux pas parler de la crise climatique, mais il y a une startup qui essaie de résoudre le problème des climatiseurs, parce que d'ailleurs aux États-Unis il y a des climatiseurs partout, c'est atroce. Et encore pire qu'en France, mais pire, vraiment 10 fois pire. Et donc cette startup qui s'appelle Leviathan Dynamics, que je ne connais pas du tout, je connais même pas les founders, eux ils font de la climatisation avec de l'eau. Alors qu'aujourd'hui la climatisation c'est fait avec un fluide frigorigène qui pollue en fait et qui est émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, ils utilisent comme fluide frigorigène l'eau. Et donc, en fait, ils vont résoudre énormément de problématiques. Et en plus, c'est plus efficace au niveau énergétique. Et eux, du coup, je les admire parce que, d'ailleurs, ça marche leur truc. Donc, j'espère qu'on va tous acheter leur climatiseur parce que là, dans ce cas-là, bon, il y a une consommation énergétique parce que quand même, il faut refroidir quelque chose. Mais par contre, ils n'utilisent pas de fluide qui va réchauffer l'atmosphère. Et ça, je trouve ça trop bien. Ils sont français ou pas? Ils sont. Il y a un des fondateurs qui est français, ouais. Je pense qu'ils sont français, ouais. Ok, bah écoute, grâce à toi, je vais peut-être aller les checker et par cet épisode, enfin de ce podcast, je vais peut-être les contacter. Mais ça s'appelle une personne généreuse qui donne de la lumière à des gens que tu ne connais absolument pas. Mais c'est cool parce que tu aimes leur projet, tu aimes leur startup, c'est tout à fait normal. Et merci beaucoup, merci à toi. Encore une fois, merci beaucoup, Tanel. Merci à vous. Vous êtes restés jusqu'à la fin, en tout cas on espère. C'était hyper riche en infos et merci. Moi je suis passionnée par ce genre de discussion, d'échange parce que en effet il y a des gens derrière qui travaillent, qui cogitent et ça c'est rien que ça, tu vois, c'est passionnant, rien que ça, moi ça me motive de fou. Merci beaucoup Tanel. Investisseurs, entrepreneurs ou je ne sais qui, toutes ces personnes qui veulent te contacter, comment ils font? Eh bien, j'ai un LinkedIn, Yes. comme la plupart des entrepreneurs. Comme tout le monde.
Bon, après, je sais pas si je vais pas donner mon adresse mail dans un podcast, Yes. mais on a un mail sinon, et souvent les mails atterrissent aussi dans ma boîte mail, mais du coup, il y a contact@emobot.fr si vous avez des questions. Mais après, ajoutez-moi sur LinkedIn. Très bien. Généralement, si vous avez possibilité de faire une petite note quand vous m'ajoutez, vous la faites, et je répondrai à vos questions, et bon, on pourra même peut-être faire un podcast ensemble. Et en tout cas, je te remercie, toi, Prisca, d'être venue vers moi en premier, puisque du coup, tu m'as sorti de mon monde Ça y et est. pour justement ouvrir un nouveau monde de possibilités. Et je te remercie pour ce que tu fais, c'est C'est génial. exactement ça. Et moi aussi, ça me sort de mon monde parce que tu sais pas, mais c'était un énorme défi pour moi de lancer ce podcast. Et j'ai fait un post d'ailleurs sur LinkedIn. Tu peux aller voir. Ça fait 2 ans que je repousse Je checkerai. le projet parce que tu vois, j'étais un peu patraque. Je vais lancer le podcast, je vais parler devant les gens. Enfin bref, voilà. Donc moi aussi, Ouais, mais ça t'es me trop sort de forte. mon monde. Mais merci beaucoup, Tanel. Donc LinkedIn, vous allez sur le site emobot.fr. Vous verrez aussi, je crois, il y a un moyen pour les contacter, pour contacter la team, pour contacter l'équipe. Et juste comme ça, si vous avez aussi des étudiants, je sais qu'il y a plein d'étudiants aussi qui me suivent. Si vous voulez avoir des conseils en tant qu'entrepreneur, vous avez vu, Tanel, il est super généreux et il va pouvoir vous accompagner. Et aussi, dernière info, sur notre site imagine-connect.com, on va aussi mettre toutes les informations sur Tanel. On va lui faire aussi un super portrait pour en savoir un peu plus sur lui. Ça va être génial. Et pour vous, merci encore une fois d'avoir suivi ce podcast. Et si vous voulez soutenir ce podcast, qui soit entendu de partout, merci en tout cas de nous laisser un petit commentaire, un avis sur Apple Podcast. C'est Game Changer, c'est juste ouf. Et sur Spotify ou sur Deezer, toutes les plateformes d'écoute, on est présent. Et ça nous ferait aussi plaisir. Merci beaucoup de porter la voix, Tanel. Et moi et mes invités, on vous fait des gros bisous en fait, plein de cœur. On est un peu gnangnan, c'est comme ça. Et vraiment, merci à vous et à très bientôt. Bye bye.